Bonjour Stéphane. Salut Giorgio, ça fait plaisir de te voir. Oui, à moi aussi. C'est très bien de se parler. Écoute, come stai in questo momento? Bah, abbastanza bene. Alors, ça pourrait être pire, mais c'est vrai que la situation est vraiment très très difficile à vivre pour nous les directeurs de théâtre. Bien sûr, il y a des gens qui vivent des situations bien plus catastrophiques sur le plan humain, des gens qui ont des deuils dans leur famille, des gens qui sont malades, qui souffrent, mais nous, c'est tout un secteur de l'économie qui est frappé de plein fouet par la crise. Donc, c'est sûr que je ne peux pas te dire que je me réveille avec la joie aux lèvres et plein d'optimisme. Et tu as passé comment ces semaines de prisonnier? Au début, honnêtement, j'étais assez content de pouvoir être chez moi pendant quelques temps. Je me suis dit, je vais avoir du temps pour lire, pour rêver, pour penser à des projets. Et en fait, le temps, il est mangé tout le temps par les réunions qu'on fait comme ça, par Zoom ou par Skype. Et on est tout le temps pris par réfléchir à tous les scénarios possibles pour les mois qui viennent. Donc l'incertitude qui nous oblige à vivre plus au présent, en même temps, c'est chronophage. Et tu arrives à travailler à des projets en ce moment où tu es tout concentré sur les doutes de qu'est-ce qu'on peut faire? J'essaye de continuer à travailler, mais c'est vrai que, par exemple, là, j'avais un projet d'une mise en scène à Stockholm pour le festival Bergman qui a été annulé la semaine dernière. Donc, on travaille à des projets, on est plein d'énergie et on se dit, ah, ça va être une aventure nouvelle, intéressante. Et puis tout d'un coup, ça tombe. Alors, bien sûr, il ne faut pas se décourager. Bon, j'ai une tendance quand un projet tombe, à me dire, allez, je repars sur autre chose. Donc, le côté positif de ça, c'est que finalement, ça va me laisser peut-être plus de temps pour repenser des projets nouveaux pour la rentrée. D'accord. Et c'était quoi les projets pour les projets? À Stockholm, c'était la pièce, enfin, d'après le film de Bergman qui s'appelle De la vie des marionnettes, que je devais adapter pour le théâtre Dramaten. Et voilà, j'aurais dû commencer là, cette semaine, les répétitions. Le décor était prêt. Bon, il n'était pas construit, mais il était prêt. Et donc en fait, ça perturbe complètement Bon, en plus, moi, je suis quand même quelqu'un qui prévoit beaucoup les choses à l'avance. Tu vois, en général, j'ai un an d'avance sur mes projets. Donc, tout d'un coup, tout est perturbé au présent. Mais bon, j'essaye de prendre ça avec positif, c'est-à-dire ce qu'on ne fait pas, ça permet de faire autre chose. C'est ça qui est important. Là, non, c'est un très beau scénario de Bergman. C'est un film qu'il avait fait en Allemagne quand il était en exil et qui réfléchissait sur toute une période qui est aussi la fin de la période des années 70, avec un personnage, le personnage central, c'est un personnage euh, euh, qui est un type parfait, un ingénieur, en pleine réussite sociale. Il est marié avec une femme qui est en pleine réussite sociale, qui est une styliste connue. Et puis, il arrive au début de la pièce chez un psychiatre qui est ami, qui est un ami, et il lui dit, j'ai une obsession là depuis quelque temps, c'est que je veux tuer ma femme. Alors peut-être c'est un thème assez bergmanien, je pense, et un fantasme assez bergmanien. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un personnage qui a l'air, comment dire, en pleine réussite. Et donc, on voit bien que c'est toute une réflexion sur
comment on peut faire sauter les cadres d'une société à un moment donné qui est bloquée, en fait. Et de ce point de vue-là, ça avait quelques résonances avec notre contexte. Oui, voilà. Écoute, mais là, en ce moment, tu tiens un rapport très fort, j'imagine, avec les théâtres et l'organisation du travail, j'imagine. Oui, c'est-à-dire on a la moitié du théâtre qui est en télétravail et l'autre moitié qui ne peut pas travailler parce qu'on ne peut pas répéter, on ne peut pas créer. Donc, il y a une moitié de gens pour qui ce n'est pas possible de travailler. Donc là, on va peut-être commencer à être déconfiné, donc pouvoir reprendre peut-être des activités. Pendant tout ce temps, ben, on a essayé de continuer à être un peu présent avec le site internet, à présenter des captations, faire comme vous, des lectures. Bon, en même temps, le théâtre de l'Odéon, c'est un théâtre qui n'a pas d'acteurs permanents. Donc, on n'a pas vraiment d'artistes qui peuvent nous aider à créer du contenu numérique. Donc, on a quelques amis qui nous envoient des lectures, des choses comme ça. Et au fond, c'est bien parce qu'on garde le lien avec le public, mais ça ne remplace pas l'activité artistique, pas du tout. Et je dois dire que je n'ai pas envie non plus personnellement, je n'ai pas envie de passer énormément de temps à ça, à cette activité numérique. Donc nous, on a mis des captations de spectacles en ligne. D'ailleurs, on a beaucoup de gens on sent que la demande, elle est beaucoup de regarder des captations. Et j'essaye plus de passer du temps à réfléchir à comment on va pouvoir reprendre notre activité, dans quelles conditions on va pouvoir reprendre notre activité et de répétition et de création et de spectacle. Ça, c'est vraiment ça qui est prioritaire pour moi. Oui, je comprends bien. Et tu vois comment la reprise? Vous avez des nouvelles, des possibilités à ce moment? Je pense qu'on est comme tous les théâtres en ce moment en Europe, c'est-à-dire qu'on a annulé tous les spectacles jusqu'à la fin de la saison. Dans un premier temps, on a commencé à réfléchir comment reporter les spectacles annulés, pas qu'ils disparaissent complètement. Donc, on a commencé à faire un programme enfin, nous, on avait notre saison, quand on a été confiné, elle était prête. Hein, donc, on a commencé à déconstruire, détricoter, voir s'il y avait des trous où on pouvait remettre d'autres spectacles. Bon, évidemment, il y a aussi les questions de budget. Puis après, on a commencé à dire, mais oui, mais à l'automne, est-ce que ça va pouvoir ouvrir? Où est-ce qu'on en sera? On sait que c'est l'incertitude totale. On a commencé à dire peut-être qu'il faut mettre les spectateurs un siège sur 2 ou un siège sur 3. Et là, je me suis dit, j'ai visualisé la salle. Si on met 1 mètre de distance entre deux spectateurs, ça veut dire qu'on met bien 2 fauteuils vides au milieu. Et j'ai eu cette vision de la salle complètement clairsemée dans une salle de 800 personnes où finalement on peut en mettre plus que 200. Et là, je me suis dit, mais non, mais on ne va pas pouvoir faire du théâtre comme ça. D'abord parce que est-ce que c'est intéressant de faire du théâtre pour une salle où tous les gens sont isolés, alors qu'en fait, le théâtre, c'est quand même de refaire une petite société, une petite communauté pendant un certain temps. Et puis directement les questions financières, parce que nous, si on joue avec un tiers des spectateurs ou un quart des spectateurs, on ne peut pas payer la représentation. Donc je me suis dit, là, si on joue, plus on va jouer, plus on va accumuler du déficit. Alors ça, c'était le premier point. Dans cette perspective, je me suis dit, alors peut-être qu'on ne va pas pouvoir jouer, mais l'essentiel, c'est de maintenir les productions et les coproductions. C'est-à-dire que donnons la priorité aux productions et aux coproductions
les coproductions, disons les spectacles pour lesquels on donne de l'argent pour qu'ils puissent avoir lieu, pour qu'ils puissent exister malgré tout. Et les productions, c'est-à-dire celles qu'on va répéter dans la maison, là aussi, il faut qu'elles aient lieu. Parce que même, par exemple, je ne sais pas, nous, on a un spectacle, on a prévu une coproduction avec un metteur en scène qui est associé au théâtre qui s'appelle Sylvain Creusevaux. On doit créer le spectacle début novembre. Lui, ensuite, il a de la tournée entre le mois de janvier. On devait jouer novembre-décembre chez nous. Après, il a de la tournée. Donc, si on ne peut pas créer le spectacle chez nous ou s'il ne peut pas le répéter, c'est toute sa tournée derrière qui s'annule. Donc, moi, mon point de vue, c'était de dire, même si les théâtres sont fermés, même s'ils ne sont pas ouverts au public, l'activité artistique doit pouvoir avoir lieu. C'est-à-dire que, en fait, nous, on est un théâtre national, c'est-à-dire on est subventionné complètement par l'État et bien sûr par nos recettes et on est financé en grande partie aussi par nos recettes de billetterie. Donc, mais la subvention, c'est quoi? C'est pourquoi on est subventionné? Un, pour soutenir des artistes importants et deuxièmement pour donner un accès à ces artistes à un large public. Donc si on ne peut pas ouvrir le théâtre, il faut au moins qu'on puisse travailler l'activité artistique. Donc là, ça demande évidemment de réfléchir dans quelles conditions sanitaires. Voilà, c'est ça les problèmes. Parce que aussi pour les comédiens, il y a une vraie question. Bien sûr. Et ça, je vais revenir après si tu veux là-dessus. Et après, je me suis dit, non, mais ça, c'est bien, c'est le minimum qu'on peut faire. Mais plus on avance, plus je me dis, non, mais c'est pas possible qu'on soit fermé. C'est-à-dire, à partir du moment où l'activité économique reprend, que les gens vont au travail, ça n'est pas possible qu'une société vive sans théâtre. Donc, c'est-à-dire que pour moi, on n'est pas moins nécessaire que les magasins de vêtements, par exemple. Peut-être qu'on est moins nécessaire que les magasins d'alimentation, mais on n'est pas moins nécessaire que les magasins de vêtements. D'accord? Donc, si les magasins de vêtements ouvrent, moi, je ne veux pas d'une société où il n'y a que les magasins de vêtements qui peuvent ouvrir et pas les théâtres. Donc, je me suis dit, alors, on ne peut pas se contenter d'accepter cette situation. Évidemment, c'est différent si on reste confiné parce qu'il y a une deuxième vague épidémique et que tout le monde est obligé de rester chez soi à nouveau. Et puis, il y a toujours la question de savoir si les gens vont venir au théâtre. Mais je me suis dit, là, ça fait une semaine que j'ai un peu changé mon point de vue. Je me suis dit, bon, alors, comment on peut faire si on veut ouvrir? Alors, il y a des gens qui disent, ben, dans ce cas-là, si on a un public limité, sachant qu'à l'Odéon, on a 2 salles et qui sont toutes les 2 grandes. Hein, c'est-à-dire qu'on a une salle où on a 500 places et une salle où on a 750, 800 places, ça dépend comment on compte. Donc, si on veut mettre un siège sur 3, les conditions, les gestes barrières, comme on dit ici, je ne sais pas si on dit la même chose en italien, si on veut mettre tout ça, ça veut dire qu'on a un petit public, mais dans un grand espace. Et est-ce qu'en face, qu'est-ce qu'on va mettre sur la scène? On va mettre, si on veut être entre guillemets rentable, on va mettre un acteur, 2 acteurs. Mais moi, je n'ai pas envie de ça. Vraiment pas. Je n'ai pas envie qu'on fasse des formes toutes petites pour la situation. Il me semble que d'abord, la situation, elle demande qu'on réponde par des formes artistiques en fait ambitieuses, qui ne sont pas comme un pis-aller, mais qui sont peut-être des formes adaptées, mais qui ne sont pas comme un pis-aller. Et donc, depuis, je dirais, une semaine, 10 jours, je suis en train de réfléchir à créer des spectacles, 1 ou 2, qu'on pourrait jouer pratiquement tout l'automne. C'est-à-dire, je réfléchis à la saison en disant, bon, il y a la partie jusqu'à Noël, et après, il y a la partie à partir de janvier. On ne sait pas si ça ira mieux en janvier, mais pour l'instant, je pense à la deuxième partie de la saison comme une saison normale.
peut-être en prévoyant des recettes inférieures, parce qu'on aura toute une partie du public qui ne pourra pas venir, les personnes fragiles ou âgées. Mais disons qu'on peut imaginer qu'on fait une saison moins remplie en public, mais normale. Ça, c'est à partir du mois de janvier. Et avant le mois de janvier, on ne fait pas une saison normale. On dit que quelles que soient les conditions, à condition qu'on ne soit pas confiné, mais quelles que soient les conditions, si on nous dit vous pouvez ouvrir avec un spectateur sur 3 ou pas, on essaye d'ouvrir. Et pour ça, on crée des spectacles de circonstances. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des spectacles. Par exemple, pour moi, là, je suis en train de réfléchir à une pièce. Je ne peux pas te dire laquelle parce que je suis un peu superstitieux quand même. Mais c'est une pièce où il pourrait y avoir 10 acteurs, donc avec beaucoup de monde, et où on pourrait jouer avec, tu vois, la salle des ateliers Berthier. Je la connais bien. Voilà. On a l'avantage dans cette salle, on peut tout enlever. Ça fait un grand espace vide. On arrive à mettre à peu près 200 personnes sur des chaises séparées, ou parfois par deux, parfois pas isolées. Et on fait un dispositif en bifrontal. Et là, on joue une pièce. Alors, les spectateurs viendront masqués, obligatoire, et les acteurs aussi. Et les acteurs, en respectant les distances, et masqués. Mais ça ne peut pas être n'importe quelle pièce. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on ait l'impression qu'on joue une pièce normale avec des masques, parce qu'au théâtre, tout fait signe. Et notamment, je trouve que le signe intéressant, c'est de dire, tiens, on va être tous là, les spectateurs et les acteurs masqués. C'est une manière de dire, on est tous dans le même bateau, on est tous dans la même crise et on fait société en étant masqués. Évidemment, comme je dis, ça ne peut pas être n'importe quelle pièce, il faut que ce soit une pièce pour laquelle ça fait sens. Donc ça là, je ne peux pas te le dire. Mais j'ai une idée d'une pièce qui fait sens. Et dans ce cas-là, voilà, ça veut dire qu'on fait un spectacle qui permet de jouer dans les conditions qui nous sont imposées par la crise. Il y a un autre problème qui se pose. Il y a la protection des spectateurs, les masques, les distances, le gel, tout ce qu'il faut et comment on gère l'accueil du public pour pas qu'ils soient tous ensemble stockés dans le hall. Il faut voir comment ils vont aux toilettes, etc. Ça, c'est un côté. Puis après, il y a le côté plateau. Qu'est-ce qui se passe? On peut garder les... Admettons qu'on fasse un projet où on garde la distance, on a les masques. Donc, a priori, on ne se contamine pas. Mais il peut arriver que quelqu'un tombe malade, un acteur tombe malade. Donc, je suis obligé de réfléchir à comment on fait pour que si un acteur tombe malade, on n'arrête pas le spectacle. Donc là, je suis en train de réfléchir à un projet où au lieu s'il y a 10 acteurs sur le plateau, en fait, j'engage 20 acteurs. C'est-à-dire que j'ai une double distribution. Et peut-être qu'à l'intérieur de la double distribution, il y a encore ceux qui font les petits rôles, qui apprennent aussi les gros rôles, pour qu'on ait 3, voire 4 possibilités pour chaque personnage. Donc, il y en a deux vraies distributions qui répètent vraiment, et puis il y a encore des possibilités de secours, tu vois. Et évidemment, ça demande de réfléchir dans des conditions, dans un mode économique différent, parce que ça veut dire que moi, je ne peux pas payer 20 acteurs, surtout s'il n'y a que 200 places en face. Donc, ça veut dire que je vais leur demander, je t'en parle aujourd'hui, je ne sais pas s'ils seront d'accord, mais je vais leur proposer de travailler à mi-temps, en fait. C'est-à-dire qu'ils jouent 3 représentations chacun par semaine. Donc, c'est à mi-temps. Comme en France, on a le régime de l'intermittence qui nous protège quand même, qui protège les artistes. Et là, on a eu la confirmation par Macron qu'il va protéger le système au moins pendant 1 an pour que les gens ne disparaissent pas purement et simplement. Parce que si en France,
je ne sais pas comment c'est en Italie, mais en France, si le système tombe, tout le monde disparaît. Enfin, il ne restera plus personne au bout d'un an. Hein. Donc, on peut En Italie, utiliser… il n'y a pas l'intermittent. L'intermittence, donc Voilà. c'est un problème grave en ce moment. Et Très, très grave. désastreux, désastreux. Désastreux. C'est ça une des choses qui me préoccupe le plus. C'est ça. J'entends bien. Et moi, je dois te dire que j'étais très, très, très préoccupé jusqu'à hier où on nous a dit que le système allait être aménagé pour pouvoir maintenir les droits pendant une année. Et dans ce système-là, ça permet que, bon, bah, si les acteurs sont payés à mi-temps, ils vont être aussi un peu compensés par le système de chômage le reste du temps. Donc, c'est sans doute un système qui est possible. En tout cas, c'est aussi l'idée qu'il faut, euh, qu'il faut partager les moyens, mais en même temps rendre possible qu'on joue devant un petit public. Mais jouer devant un petit public en employant beaucoup d'acteurs. J'ai l'impression qu'on a, nous, la responsabilité de continuer à faire travailler le plus d'acteurs possible. Tu as raison. Alors, pas seulement pour des questions économiques, aussi pour des questions psychiques et existentielles. Parce qu'aujourd'hui, un acteur qui ne travaille pas ou qui n'est pas vu, il ne peut pas exercer son métier. Et on peut dire, ah oui, il a le temps pour lire, pour rêver et tout ça, mais ce n'est pas vrai. Peut-être certains ont cette force morale, mais pour beaucoup, le fait de n'avoir aucune perspective de jouer, de répéter, de travailler, c'est un désastre. Donc voilà, moi, mon envie, c'est de pouvoir faire travailler beaucoup d'acteurs dans un projet où on se partage le travail, et le partage du travail permet aussi d'apporter une sécurité à la représentation, donc on se dit qu'on pourra ne pas annuler le spectacle. Tu vois, je suis en train de passer beaucoup de temps à réfléchir à ça. Et en même temps, de se dire, voilà, si on joue, au lieu de jouer, normalement les spectacles, on les joue 5-6 semaines. Si on fait un spectacle pour 200 personnes, et ben alors dans ce cas-là, on le joue 12 semaines, c'est-à-dire on le joue pendant longtemps, plus longtemps pour qu'il y ait plus de public qui puisse le voir. En fait. Et on peut aussi se dire, ben, à partir du moment où on joue sur ce temps long, en profiter pour créer le spectacle suivant. Donc, en fait, j'ai envie que le théâtre soit, qu'on puisse avoir à l'automne une activité qui soit une activité de fabrique. On est une fabrique de spectacle et en même temps une activité où on a le rapport au public, où on est présent. Après, on verra si les gens viennent, s'ils ne viennent pas. Je pense que si on table sur 200 personnes, on aura bien 200 personnes qui viendront. On aura une partie de la population qui ne viendra pas, mais il y a une partie des gens qui viendront, je pense. Je pense que quand je Il y a une vois… envie très forte. Il y a une Ben, envie très forte de sortir, de faire. il y a l'envie de sortir, il y a l'envie de retrouver le contact direct avec les acteurs, avec le théâtre, avec ce qui fait la force du théâtre, c'est-à-dire la présence. Ouais. Et c'est étonnant, hein, parce que quand on regarde sur le site internet le nombre de gens qui vont voir les spectacles, on se dit que c'est important. Tu vois, on avait mis mon spectacle, L'école des femmes, on l'avait mis déjà en ligne depuis un an, mais en 6 semaines, on a fait 10 fois plus de spectateurs qu'en un an. C'est-à-dire que je pense que la captation, la diffusion des spectacles, quand les gens ne peuvent pas, c'est fort. Quand les gens ne peuvent pas y aller. Hein. Mais quand ils peuvent y aller, ils vont toujours préférer venir. Hein. Mais ça interroge aussi, je trouve, le fait de voir qu'il y a beaucoup de gens qui vont sur les sites pour regarder des captations.
ça interroge aussi sur le fait que, bon, dans nos salles, souvent, c'est toujours un peu le même public qui vient. C'est le public qui a accès à la culture, soit parce qu'ils ont les moyens, soit parce qu'ils ont les informations, soit parce qu'ils ont l'éducation. Et c'est là où il faut vraiment se dire qu'après le confinement, il y aura toujours des gens qui seront en fait confinés. Ils ne seront pas confinés physiquement, ils ne seront pas interdits de sortir, mais en fait, ils ne peuvent pas sortir au théâtre parce qu'encore une fois, ils n'ont pas les moyens, pas l'éducation, et qui voilà, qui ne font pas partie de ceux qui sont initiés à la culture. Donc, on pourrait dire que tous ces gens, ils sont confinés aussi. Et c'est là où je me dis, peut-être qu'il faut qu'on développe notre activité numérique encore plus à destination des publics qui n'ont pas accès directement. Alors, ça veut dire, c'est vrai que quand on a fait cette captation de l'École des femmes, c'était l'idée que ça permettait à tous les lycées de France de regarder une bonne mise en scène de l'École des femmes sans venir à Paris, parce qu'évidemment, il n'y a pas que Paris. Et puis, on a tourné en France dans des villes, mais il y a plein de villes qui ne nous ont pas accueillis. Donc, c'était une manière de dire, voilà, on vous donne un accès libre, hein, gratuit, où que vous soyez en France et même à l'étranger, parce qu'on a mis un surtitrage en anglais. Donc, un public anglais qui parle anglais peut le voir. Mais je crois qu'il faut continuer à réfléchir au fait que le numérique, les plateformes, ça pourrait aider à aller vers des territoires qui sont aujourd'hui, qui risquent de rester symboliquement ou réellement confinés. Et on dit souvent, après le virus, après l'épidémie, ça serait jamais plus comme avant. Tout va changer. Euh, Tu penses que ça va se passer quelque chose comme ça? Et surtout, tu penses qu'il y aura des choses auxquelles renoncer, changer un peu notre vie, même par rapport au choix existentiel, mais aussi au choix qu'on va faire, au choix artistique. Euh, je ne suis pas un prophète. Hein. Oui, je sais. Je ne suis pas un prophète, je suis quelqu'un de plutôt pragmatique et réaliste. Euh, je crois que, en fait, le virus, la crise du virus, elle arrive dans un moment quand même très particulier, qui est aussi le moment d'une prise de conscience massive de la crise climatique. C'est-à-dire que les deux, en fait, même, on peut dire qu'il y a peut-être des liens entre les crises, certains scientifiques peuvent le dire, mais au-delà des liens scientifiques, on est rentré dans une nouvelle phase depuis je dirais, c'est même à l'échelle de quelques mois. Hein. C'est pas quelques années, c'est quelques mois. Il y avait quelques personnes qui étaient des précurseurs à alerter, mais j'ai l'impression que la prise de conscience de la crise climatique, elle est maintenant beaucoup plus importante et que j'espère que la question du virus va nous faire prendre conscience que c'est maintenant qu'il faut agir sur la crise climatique. En fait, j'espère il y a quelque chose qui va rejaillir là-dessus. Maintenant, on vit dans un monde mondialisé, capitaliste, où c'est toujours les profits qui comptent. Donc, il ne faut pas non plus se faire trop d'illusions, sauf à penser que résoudre la crise climatique, ça pourrait permettre, au fond, de faire des grands profits économiques. Si on arrivait, et je pense qu'il y a des gens qui réfléchissent comme ça, parce que quand on voit des grandes multinationales qui investissent dans
les énergies renouvelables ou qui prennent en considération la crise climatique, on voit bien que ce n'est pas uniquement par philanthropie, c'est aussi parce qu'ils y ont un intérêt économique. Donc, on peut penser que les choses pourraient s'améliorer si on n'a pas que des Trump à la tête des multinationales. Bon. Après, dans nos vies individuelles, je pense qu'on est tous capables d'améliorer les choses. Dans nos vies d'artistes, c'est parfois compliqué hein, parce que on est aussi des gens qui voyagent beaucoup, où le voyage fait partie de notre métier. Voyager pour voir des spectacles, voyager pour en faire à l'étranger, voyager. Donc, il faut réfléchir à comment dire, continuer de voyager, mais en limitant les voyages. Je ne sais pas. Par exemple, dans certains. Moi, j'ai travaillé beaucoup dans les pays du Nord, en Scandinavie, hein, et eux, ils ont des protocoles quand on construit les spectacles. On fait une première réunion de production, une deuxième, une troisième. Ils ont tout un protocole. Des fois, je me disais, mais à quoi ça sert qu'on fasse toutes ces réunions en étant sur place? Parfois, une réunion, oui, quand on va voir les échantillons pour construire un décor, ça c'est fondamental. Mais pour faire une réunion où on discute de la production, on peut le faire par Zoom. Donc, j'espère que ça va nous faire prendre conscience que moi, je déteste hein, Zoom, tout ça. Franchement, là, je le fais parce que c'est toi. mais j'ai un peu du mal avec ce lien-là. J'aime mieux le lien en face. Mais je pense qu'on doit pouvoir limiter un peu nos déplacements. Puis après, enfin, nous, en France, on a vraiment ce problème que nos médicaments, ils ne sont pas faits ici, les masques n'étaient pas faits ici. Et donc, on voit bien qu'une partie de la crise, le manque de masques, le manque d'approvisionnement en médicaments qui permettent de faire les tests, etc., c'est lié au fait qu'on est complètement dépendant des autres. Alors, s'il y a une crise comme il y a maintenant, bah, tout le monde demande les mêmes médicaments au même moment, donc on n'en a pas. C'est logique. Donc, je pense que l'économie va forcément tirer des conséquences, disons, positives de la crise. Après, il y a un risque énorme qui est le risque populiste. À partir du moment où on va avoir une énorme crise économique, et même si en France, on nous dit on a un grand plan de relance, on soutient l'économie, en fait, j'ai lu hier où on a déjà 475 000 pertes d'emplois. Donc on va avoir un chômage de masse qui va repartir à la hausse. Et puis, donc là, je crains dans le contexte d'abord un repli sur soi de tous les pays. On le voit bien au niveau européen, où c'est quand même très, très difficile qu'il y ait de la solidarité entre les pays. Donc, il va y avoir ce repli sur soi. Et puis comme dans toutes les crises, les mouvements populistes peuvent flamber. Et ça c'est une très grande inquiétude. Et alors là, pour le coup, ça sera terminé pour la culture. D'ailleurs, je pense que enfin, nous l'Odéon, c'est le théâtre de l'Europe. Tu vois, et j'avais une discussion ce matin sur le fait que donc une partie de notre programmation, c'est une programmation internationale. Oui. C'est notre mission. Or aujourd'hui, la première partie, la première partie de la programmation qui est touchée, c'est la programmation internationale. Parce qu'on n'est pas sûr que les artistes puissent voyager. On ne sait pas si on pourra aller de la France à l'Italie dans les prochains mois. S'il y a un pays qui a une vague épidémique, l'autre part, on ne pourra pas bouger. Et puis,
il y a les frontières de l'Europe, les pays, les frontières de l'Europe. Donc, moi, enfin, je trouve que c'est pourtant très, très important dans le moment qui est là, au moment où justement les nations sont relativement peu solidaires les unes avec les autres, de réaffirmer une solidarité entre les culturels et une solidarité entre les artistes. C'est pour ça aussi que tu vois, quand tu m'as dit que tu faisais ces entretiens, je me suis dit, ah, et si on pouvait nous aussi les diffuser sur notre site, ben c'est une collaboration voilà, pour dire que nous, les théâtres d'Europe, on est aussi tous dans le même bateau et qu'on a besoin de se parler, de réfléchir ensemble, de réinventer ensemble. Et je crois que cette solidarité, elle est très, très, très importante parce qu'elle peut être réelle, mais aussi avoir un fort pouvoir symbolique. Oui, je suis complètement d'accord. Écoute, Stéphane, merci. De rien. Tu C'est, sais, j'espère que vous allez pouvoir aussi travailler, inventer des choses. Et puis, moi, je pense beaucoup à l'Italie en ce moment parce que je traduis une pièce de Pirandello pour la saison prochaine. Alors, c'est pas celle que je veux faire avec les masques, hein, mais donc je pense beaucoup, beaucoup à l'Italie en ce moment et je parle avec mes amis italiens et ça fait du bien. merci. Ciao. Bon courage à tout ton théâtre, à toute ton équipe et ci sentiamo. Ci sentiamo. Ciao. Ciao, ciao.